Pour clôturer cette première matinée de travail, nous allons lancer la première table ronde de ces rencontres. Alors j'appelle dans la fosse au Lion, parce que c'est compliqué, parce qu'il y aura une partie en visio et une partie en vrai. Donc je rappelle Diane Simiou, Maria Nera et Maria Liberda. Et nous aurons en visio Julie Fraîche de l'agglomération de la métropole de Montpellier, Kim Berscavo, I'm sorry, I forgot you, et Eva Pérez de la région de Catalogne. L'idée étant de voir quelles sont les actions publiques les plus efficaces pour réduire la pollution de l'air. Maria Liberda, you are coming from Poland. You are working for the climate ministry. So, yes. What are you doing to protect the health of your population? No. Yeah, no, it's working. It's working. Okay, yeah. Thank you. Yes, good morning. Yes, I'm working as a chief specialist. Bien, je suis spécialiste en chef dans une équipe qui travaille donc sur la qualité de l'air et la protection en termes de santé humaine. Vous avez une présentation? Oui. On m'a demandé, les organisateurs m'ont demandé de parler des actions que nous avons mises en œuvre en Pologne. Donc j'ai sélectionné des actions spécifiques qui, à mon avis, sont plutôt effectivement spécifiques à la Pologne. Mais d'abord quelques mots à propos du pays. C'est un pays où nous avons un système de monitoring qui est divisé à l'heure actuelle en 46 zones. C'est-à-dire qu'il y a 12 agglomérations, 18 grandes villes et 16 zones, on va dire, de résidence qui excluent les agglomérations et les villes. Alors, jusqu'à présent, nous avons un réseau de 288 stations de mesure, pardon. Alors, en jaune, ce sont des systèmes manuels et automatiques combinés. En vert, elles sont automatisées. Et en bleu, elles sont 100% manuelles. Est-ce que j'ai une télécommande, s'il vous plaît? Voilà. Ou sinon, vous passez la diapo. Alors, on est à l'heure actuelle en cours de changement de ce système. Donc, avec la directive, ça va effectivement changer. Alors, je vais peut-être le faire moi-même. Voilà, c'est celle-là qu'il me faut. C'est cette diapo-là qu'il me faut. Alors, je voudrais juste vous parler tout d'abord du document stratégique du ministère du Climat et de l'Environnement. C'est donc tout d'abord une annonce qui a été faite en 2015 qui définissait des actions d'ici 2020 et la plupart de ces actions consistaient en fait à mettre en œuvre la fameuse directive Clean Air européenne. Et en 2021, il y a eu donc une mise à jour concernant essentiellement l'amélioration de la qualité de l'air. Donc, on a entrepris des actions à courte durée parce qu'on sait bien sûr que la question de la qualité de l'air, c'est une tâche extrêmement complexe qui nécessite d'être gérée à différents niveaux politiques et donc par différents ministères. De ce fait, nous avons créé publié un document avec un groupe de personnes émanant des différents ministères comme celui de l'énergie, des infrastructures, des transports, de l'éducation, des finances. Et l'idée est donc de se rencontrer plusieurs fois par an et de discuter des actions qui ont déjà été entreprises et de celles qui sont donc en cours et de celles
qu'il faut prévoir de mettre en œuvre et sous quel, euh, à quelle vitesse. Donc, l'idée, c'est donc de se rencontrer pour voir aussi avec le ministre de l'Intérieur quels sont les problèmes rencontrés et les solutions possibles. Alors, comme dans le reste de l'Union européenne, on a donc des plans de protection de l'air, mais malheureusement, en Pologne, pour les zones de résidence, c'était difficile. C'était difficile d'interdire les systèmes de chauffage qui sont des gros émetteurs de particules. Et donc, au niveau de l'Assemblée des zones résidentielles, ou des zones, en fait, donc, on va dire rurales, qu'on appelle les voivodeships, l'idée était donc d'avoir effectivement prendre une résolution pour essayer d'éviter tout impact négatif sur la santé avec des restrictions ou des interdictions d'opération sur ces systèmes de chauffage. Et donc en mars 2022, 14 des 16 de ces zones avaient adopté des résolutions anti-smog, donc anti-émission de particules denses même. Et donc, ont même a carrément arrêté d'utiliser certains systèmes de chauffage, comme par exemple le charbon en particulier. Donc, certains se sont pliés à cette recommandation, les autres pas encore, mais ça devrait se faire au cours de l'année qui vient. Et nous savons également, de par les statistiques que nous avons, qu'en Pologne, c'est essentiellement le charbon qui fournit le chauffage. Donc c'est une spécificité chez nous parce que nous avons des millions d'habitations, de logements qui continuent à se chauffer au charbon. Mais on ne savait pas où se situait le plus gros problème parce que qui est responsable finalement de cette situation? Ce qui fait que au cours des 5 ou 6 dernières années, je ne me souviens plus trop, on a créé en fait une base qui est fonctionnelle à ce jour, une base de données qui enregistre tout citoyen propriétaire d'un logement ou responsable d'un logement, on va dire gestionnaire d'un bâtiment, qu'il soit d'ailleurs logement ou pas, ça peut être également un magasin, etc. Donc cette personne doit s'enregistrer auprès de cette base de données et indiquer le type de chauffage. Dans quel tas il est et comment enfin, dans quelle matière il l'utilise. Et par exemple, les citoyens, je dirais normaux si l'on peut dire, vont devoir procéder à une vérification annuelle de leur système de ventilation. On peut les inciter à cela en expliquant que ça va limiter leurs dépenses énergétiques, mais ils peuvent aussi vérifier s'ils peuvent bénéficier d'une subvention pour moderniser le bâtiment. Mais ce qui est plus important encore, ce sont les municipalités parce que elles peuvent utiliser cette base de connaissances pour contrôler, parce qu'ainsi, elles vont savoir quel bâtiment incombe à la responsabilité de telle personne et donc ils peuvent savoir combien de bâtiments vont devoir être rénovés et quels sont ceux qui sont vraiment des bâtiments énergivores. Donc là, en deuxième lieu, il y a encore autre chose de très spécifique à la Pologne. On a ce qu'on appelle un programme prioritaire. C'est un programme qui a démarré en 2018
Jusque-là, on avait des financements qui concernaient donc ces zones rurales et qui concernaient donc à apporter une aide à la rénovation énergétique, mais les règles étaient différentes d'un endroit à l'autre. Certaines avaient 50% de réduction sur les coûts, d'autres étaient encouragés à changer le charbon pour autre chose. Donc on a décidé de passer à un système nationalisé, enfin national on va dire, qui va être géré donc au niveau national avec un institut qui lui dispose de filiales dans les différentes zones rurales et l'idée était de faire passer un message commun pour l'ensemble de nos citoyens en disant voilà, c'est un programme qui va vous donner de l'argent, qui va vous permettre de changer le chauffage. Donc c'est pour les propriétaires et copropriétaires de ces logements. Donc l'idée c'est de pouvoir bénéficier de subventions pour passer à un autre mode de chauffage que le charbon, mais également au début de 22, on a un petit peu changé le programme, on a créé un outil qui permettait d'avoir des subventions plus importantes si le bâtiment pouvait être préparé, rénové de façon à être plus efficace en termes de consommation énergétique. Et donc, c'est pas seulement changer le chauffage, mais aussi remplacer les huisseries, etc., etc. Je suis désolée, vous n'avez plus beaucoup de temps. Donc, les personnes peuvent faire leurs demandes auprès des municipalités, auprès des banques et en ligne également. Donc, à ce jour, on a 170 000 demandes. Pardon, 770 000 demandes et 655 000 contrats ont été signés et plus de 2 milliards d'euros ont déjà été payés aujourd'hui avec ce programme. Donc, on est en cours de changement. C'est un programme qu'on va utiliser parce que pour les nouvelles directives, ce sera important d'arriver à certains objectifs pour 2027 avec des améliorations. Et pour cela, nous avons également un financement européen qui est intégré dans ce programme national. Donc, on a différents programmes, et dont certains qui consistent à aider cette partie de la société qui n'a pas la capacité à changer son chauffage et à se moderniser. Donc, c'est quelque chose qui est devenu assez populaire en Pologne et je voudrais vous montrer ça. Lorsqu'on a commencé avec notre programme de priorité à l'air pur, ça, on peut le traduire comme ça, nous avions sur 39 zones des PM10 qui étaient de l'ordre de 40, enfin il y avait 48 zones qui avaient des émissions de PM10 et aujourd'hui on est à 14. Et pour les PM de 5, aujourd'hui on n'en a plus. On était parti avec 14 zones qui étaient concernées. Donc, ça c'est un cliché, une illustration qui vous donne l'idée de ce qui s'est passé entre 2015 et 2022 au niveau des PM. C'est donc une carte qui montre la situation. Vous voyez un petit peu cet aspect. Et aujourd'hui, ou enfin, pas exactement aujourd'hui, mais en 2022, c'était donc ainsi. 2023, ce sera encore mieux.
Et en rouge, donc ce sont effectivement les zones les plus impactées. Et en vert clair, ce sont les zones qui sont dans la norme, un nanogramme. Mais voilà, vous avez un petit peu l'idée de l'effort qui a été accompli en Pologne. Alors, en principe, nous devons être en relation avec Eva Pérez de la région de Catalogne. Avons-nous la connexion? Hello. Hi. Hello. Bonjour, et merci d'être avec nous. Alors, que faites-vous en Catalogne pour protéger la santé de vos citoyens? Eh bien, écoutez, d'abord, laissez-moi vous remercier pour nous inviter, pour nous avoir invités à participer à ces journées. J'ai préparé une petite présentation. Je ne sais pas si vous pouvez la faire passer. Donc, dans cette présentation, je vais vous expliquer la stratégie catalane d'amélioration de la qualité de l'air. Et je vais parler donc des sujets suivants. Il me faudra la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, ce que nous avons fait, ce que nous avons obtenu, quelles autres actions nous allons entreprendre et quelles sont les difficultés avec la nouvelle directive en ce qui concerne la Catalogne et la région métropolitaine de Barcelone, et puis également en tenant compte des directives des guides de l'OMS. Alors pour commencer, on a ici un petit peu un survol de ce qui a été entrepris. Et vous pouvez voir sur ce vecteur temps les différentes actions qui ont été entreprises donc, pour améliorer la qualité de l'air sur un petit peu moins de 20 ans, donc en fonction des directives et des conventions. Donc beaucoup de problèmes ont dû être abordés au niveau européen. Et donc, on a les directives efficiency, on a la directive sur les émissions industrielles, etc., etc. Et bien sûr, celle sur la qualité de l'air. Donc, le gouvernement espagnol a entrepris des mesures significatives pour commencer par une phase de transition. Et pour ce qui est de la zone du Grand Barcelone, la zone urbaine métropolitaine de Barcelone, si l'on voulait répondre aux normes de qualité de l'air, on s'est rendu compte que les mesures précédentes ne suffisaient pas pour pouvoir rentrer dans ces normes. Et c'est ainsi que, en 2007, le gouvernement de Catalogne a entrepris un plan de qualité de l'air par rapport au PM10 et par rapport à l'oxyde d'azote pour toute la zone métropolitaine. Alors, c'était un combiné de mesures à la fois industrielles, mais aussi de mesures de transformation. Donc, en 2014, le plan a été révisé en se focalisant davantage sur des mesures concernant la mobilité. Et à partir de là, il faut souligner qu'à partir de 2020, on a mis en œuvre une mesure très importante avec donc une ZFE, une zone à faible émission dans la zone métropolitaine de Barcelone. Et je dois dire aussi que toutes ces mesures ont été évidemment mises en œuvre par la municipalité avec pour objectif d'améliorer la qualité de l'air.
Donc, je vous ai expliqué euh, les mesures prises. Et là, vous voyez un graphique qui vous montre l'évolution sur les 20 dernières années au niveau du dioxyde d'oxygène, par rapport à la zone métropolitaine de Barcelone, qui est elle-même divisée en différentes zones de qualité de l'air. Alors là, il est évident que la tendance est à la baisse depuis 2007 et ce jusqu'en 2023. Et pour revenir sur cette tendance à la baisse en fonction des chiffres observés, on peut remarquer qu'en 2007, 33% des points d'enregistrement étaient au-dessus des valeurs. Ces chiffres sont tombés à 17% en 2014, en 2019 à 11%. Par exemple, en 2022, seul un point de mesure était au-delà des normes pour ce qui est du dioxyde, et donc la qualité de l'air de Barcelone était fortement améliorée. Mais nous ne tenons pas compte ici des données de 2022 parce qu'elles sont affectées par la pandémie. Donc là, on est par exemple sur des chiffres qui parlent d'eux-mêmes concernant les mesures de la qualité de l'air en Barcelone. Et pour d'autres polluants, on retrouve également la même tendance à la baisse, avec des chiffres donc qui sont en diminution, et surtout à partir de 2018. Là, on était sur le dioxyde d'azote. Et pour les PM10, c'est en 2013 que nous avons enregistré le dernier point de mesure qui était au-dessus des limites recommandées. Alors, quelles sont les actions que nous prenons pour améliorer la qualité de l'air en Catalogne? La plus importante de ces actions, c'est un plan d'amélioration de la qualité de l'air qui vise 2027. Il a été approuvé par un décret du gouvernement et à l'heure actuelle, non, il sera approuvé, pardon, il n'a pas été, donc il est en cours d'approbation par le gouvernement à l'heure actuelle. Et ensuite, nous avons un plan d'action à court terme pour la qualité de l'air qui concerne l'aspect public. Et puis nous avons également un autre plan qui concerne l'air atmosphérique. Alors, qu'est-ce que nous faisons concernant nos différentes zones de qualité à l'horizon 2027? L'idée, en fait, c'est bien sûr de rentrer dans les normes et de s'aligner avec les directives de l'OMS. Alors tout d'abord, le territoire concerné par ce plan, c'est la Catalogne, alors que le plan précédent ne concernait que la zone métropolitaine de Barcelone. Et là, c'est toute la Catalogne, toute la région Catalogne. Donc, c'est encore un changement. Donc, non seulement on va s'occuper des PM et des dioxydes, mais on va aussi travailler sur d'autres polluants. Et ce plan va être en vigueur
sur la période 2023-2027. Alors, quels sont les secteurs que cela concerne? Alors, il concerne effectivement l'ensemble des secteurs et c'est un ensemble de 84 mesures et de 374 actions qui vont donc concerner à la fois le transport, la mobilité, l'énergie, l'industrie, le logement, les institutions, les commerces, mais aussi l'agriculture. Est-ce que vous pourrez conclure rapidement? Oui, oui, bien sûr. Je voulais juste souligner quelques éléments de ce nouveau plan, que l'une des plus importantes, des mesures les plus importantes, c'est la mise en œuvre justement d'une ZFE pour toutes les municipalités de plus de 20 000 habitants, ce qui signifie que ça me dit 70% de la population catalane va vivre dans des zones à faible émission. Et plus important encore, on ira plus loin avec différents types de restrictions. Et je voudrais la diapo suivante pour l'expliciter. Encore une de plus. Parmi ces mesures clés, donc, elles concernent le secteur industriel avec les réductions des composés volatiles, des PM et des NOx. Et donc, il y a différentes propositions, y compris celle d'une taxe qui est à l'heure actuelle en discussion avec le Parlement de Catalogne. L'objectif, c'est d'encourager l'électrification des transports. Et là, nous avons les différents objectifs de ce plan. L'horizon étant donc 2027, avec déjà une première étape en 2025, une étape intermédiaire. Donc l'idée étant de rentrer dans les normes et de s'aligner avec les guidelines de l'OMS. Diapo suivante. Je suis désolée, Madame Pérez, vous n'avez plus le temps. C'est la dernière diapo. Alors pour nous, c'est un défi d'arriver à rentrer dans les normes parce que ça a beaucoup d'impact. Ce sera donc très difficile de pouvoir rentrer dans ces normes telles que définies dans la proposition de directive, que ce soit pour NO2, PM10, O3 et PM2.5. Donc ce plan de qualité de l'air à vision 2027 nécessite une révision et si nécessaire encore, il faudra définir des mesures supplémentaires pour arriver à rentrer dans ces normes. Et de ce fait, il faudra trouver des solutions qui prennent en compte les différents aspects de ces polluants selon les endroits, selon les lieux. Et évidemment, l'idée est toujours de rester dans le cadre des directives de l'OMS. Et voilà donc la situation si nous appliquons si les directives de l'OMS, la situation sans appliquer ces valeurs limites ou avec l'application de ces limites. Donc, ça c'est à gauche avec les limites et sans les limites c'est à droite. C'est ainsi qu'on a pu, à partir de ces graphiques, établir nos propositions. Vous m'entendez, Eva? Il faut terminer. S'il vous plaît, madame. Eh bien, merci. Je vous remercie. Thank you.
Nous Back to revenons aux United États-Unis avec States. Kimber Kimber Scavo. Scavo, can you tell us Alors, quelles sont les mesures les plus efficaces que nous pouvons entreprendre dans le cadre de l'action publique pour pouvoir être en conformité avec ces nouvelles régulations? En 2-3 minutes? Oui. Merci beaucoup. Alors, les mesures les plus efficaces aux États-Unis, si vous en avez, oui. Alors, je dirais les normes nationales, fédérales, dirons-nous, qui ont été développées par l'agence fédérale, notamment au niveau de l'utilisation des véhicules et les véhicules. Et ça, c'est véritablement ce qui fait la différence aux États-Unis. Nous avons également, comme je l'ai dit auparavant, nous avons des normes de performance pour les nouvelles sources. Et là encore, il y a de nouveaux critères importants pour les toxiques atmosphériques et la qualité de l'air. Et ça, je l'ai dit également le pétrole et le gaz. Et il faut également dire ce que les agences d'État vont devoir à entreprendre, puisqu'elles ont des responsabilités. Et c'est à savoir avoir des stratégies qui inclut également la pollution, les violations atmosphériques, et il y a la réduction dans les deux cas, et je pense que ça, c'est une excellente manière pour s'intéresser à un secteur et voir comment on peut s'adresser à cet état par rapport à des multipolluants. Et, pardon? Et l'idée également d'avoir un outil interactif. Il n'est pas encore finalisé, mais il faut que toutes les émissions et les problèmes liés aux polluants, aux gaz à effet de serre, et ça peut se voir au niveau des villes, lorsque l'on voit là où les communautés sont le plus importantes. Il y a également l'aspect tribal, l'aspect et les émissions, elles sont visibles également. On peut voir les régions ou les zones moins favorisées. Vraiment avoir une situation, un instantané avec les cartes et vous montrer le problème. Voici ce problème multipolluant. Vous le voyez, vous le visualisez. Et également des informations liées aux produits toxiques, là où il y a notamment des aéroports, où il y a des risques de cancer. Et c'est vraiment la surveillance sur la PM 15 et on s'intéresse, quel que soit ce qu'on obtient dans ce cadre et les normes spécifiques, je vois tous les problèmes qui impactent la santé sur une carte. Et là, vous donnez aux représentants d'avoir davantage de matière pour faire des recherches, de lancer des recherches, parce que c'est visuel. Et là, on voit là où sont les populations les plus impactées, on voit les sources et on voit que certaines sources de polluants se situent juste à côté de certaines communautés. Là, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir la qualité de l'air, les substances toxiques dans l'air et également les changements climatiques. Et tout cela, ça nous permet de voir de cette visualisation par ville et par région. Nous devons maintenant écouter Julie Fraîche, qui est en visio et qui doit nous parler de ce qui va se passer à Montpellier et dans l'agglo. Êtes-vous avec nous? Oui, je suis avec vous. Vous m'entendez bien? Mais on ne vous voit pas surtout. Et ça, vous n'y pouvez rien. Oui, c'est bon. Merci d'être avec nous, car votre agenda est assez chargé, si j'ai bien compris. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors effectivement, c'est un regard sur ce qui se passe à la métropole de Montpellier sur la question de la qualité de l'air. Depuis que nous sommes arrivés aux responsabilités, le président de la métropole, Michael Delafosse, a érigé les mobilités comme étant la priorité du mandat. Et évidemment, les mobilités constituent un levier essentiel pour agir sur la question de la pollution de l'air. Peut-être quelques chiffres pour poser le constat. Aujourd'hui,
aujourd'hui, sur notre métropole, à Montpellier, qui est au bord de la Méditerranée, nous sommes une des rares métropoles en France à être enserrée par 2 axes autoroutiers. Vous avez effectivement l'A75 au nord et l'A9 qui relie l'Espagne à l'Italie. Donc nous sommes évidemment très concernés par la question de la pollution de l'air. Aujourd'hui, sur notre territoire, le trafic routier est à l'origine de 78% des émissions de dioxyde d'azote, de 30% des émissions de particules fines et de 58% des émissions de gaz à effet de serre. On le sait, le chiffre communément admis en France, c'est 47 000 morts prématurées par an. Si on fait une règle de 3 très basique, ça fait un peu moins de 400 personnes qui meurent chaque année prématurément sur le territoire de la métropole, simplement à cause de l'air qu'ils respirent. Donc évidemment, pour nous, la question de l'amélioration de la qualité de l'air est un enjeu de santé publique et un enjeu de santé environnementale. Si vous regardez aujourd'hui la manière dont se déplacent les Français, on peut constater qu'entre 1999 et 2023, les parts modales sont inchangées. Il y a 64% des Français, lorsqu'ils se déplacent, ils le font en voiture. Puis ensuite, vous avez 20% qui le font en marchant. Puis ensuite, vous avez 9% qui prennent les transports en commun et seulement 2% qui prennent le vélo. Et ça, ce sont des parts modales qui sont inchangées depuis 1999. À Montpellier, nous avons bientôt 5 lignes de tramway et chaque fois que nous avons fait une ligne de tramway, nous n'avons gagné que 1% sur les parts modales. Parce que évidemment, il faut juguler la question des parts modales avec l'accroissement de la population. Nous sommes un territoire évidemment extrêmement attractif, alors c'est très positif, mais à côté de ça, en l'espace de 60 ans, nous avons pris 80 000 habitants. Nous avons multiplié par 2 la population de Montpellier en 2 générations. Vous avez aujourd'hui 8 000 habitants supplémentaires par an, dont 4 000 dans la seule ville de Montpellier, ce qui génère 6 000 nouvelles immatriculations de véhicules par an. Résultat, nous avons un territoire qui n'est absolument pas calibré structurellement pour accueillir un tel niveau de population. Alors qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on ne peut pas simplement jouer sur la question de l'offre. Donc nous pensons que la situation et les défis effectivement qui se présentent devant nous en termes de transition énergétique imposent aux collectivités de faire des choix particulièrement radicaux et volontaristes. Nous défendons, dans le cadre d'une stratégie globale sur les mobilités décarbonées, la gratuité des transports, en disant que finalement, pour passer cette phase de transition, il faut embarquer les gens et surtout nous défendons une écologie positive où l'ensemble de nos mesures sont systématiquement pensées pour avoir un double effet. Premier effet, agir pour la transition énergétique, améliorer la qualité de l'air et favoriser les mobilités décarbonées. Deuxième effet, augmenter le pouvoir d'achat dans une métropole où le taux de pauvreté, les personnes qui vivent en dessous du taux de pauvreté atteint 28% sur la seule ville de Montpellier, 19% sur la métropole de Montpellier où il y a 31 communes. Nous sommes convaincus, si les choix que nous opérons en manière de transition se font aux dépens des classes les plus modestes et des classes moyennes, nous n'y arriverons pas. Donc nous défendons effectivement cette écologie positive et nous pensons effectivement que pour arriver à améliorer la qualité de l'air, il faut actionner en même temps toute une série de leviers. Aussi bien le choc de l'offre, mais aussi le choc de la demande. Il faut augmenter l'infrastructure, mais il faut aussi inciter les habitants à prendre les transports en commun. Donc nous faisons effectivement le choix de la gratuité des transports. Depuis le mois de décembre 2023, 1,5 million d'habitants voyagent gratuitement sur notre réseau de transport. Mais la gratuité n'aurait pas de sens si elle n'était pas le fer de lance d'une vision systémique sur les mobilités décarbonées. Donc,
nous faisons la gratuité et en même temps, nous investissons 1 milliard sur le plan pluriannuel d'investissement sur le mandat, sur les mobilités. C'est une 5e ligne de tramway, c'est la liaison en tramway entre les 2 gares de Montpellier, c'est un réseau de bus à haut niveau de service, c'est un réseau express vélo. À côté de ça, c'est la gratuité des transports, c'est la gratuité du covoiturage, on multiplie par 2 le nombre de voitures en autopartage. Et donc, effectivement, nous considérons que la stratégie mobilité, l'un de ses objectifs principaux est d'améliorer la qualité de l'air. À l'intérieur de cette stratégie, nous maintenons le cap sur la zone à faible émission. Nous avons mis en place un plan de circulation anti-transit, parce que nous étions encore une rare métropole où les habitants, pour traverser ce territoire du nord au sud, passaient sous la place de la Comédie, qui est effectivement la grande place de Montpellier, et d'ailleurs qui est le plus grand espace piéton d'Europe. Nous avons changé cette logique, nous avons fermé le tunnel de la Comédie et nous avons mis en place un plan de circulation anti-transit. Alors, je ne vais pas vous dire que tout ça ne s'est pas fait sans polémique. Voilà, nous réalisons beaucoup de travaux, mais nous assumons effectivement de faire l'ensemble de ces travaux. Nous assumons de vouloir aller vite, parce que nous pensons effectivement que les défis qui sont devant nous exigent effectivement cette rapidité, parce que je crois que nous avons trop attendu. Nous avons des résultats probants, même si un immense travail reste encore à faire. Et pour nous, il était important d'avoir un devoir de transparence vis-à-vis de la population, eu égard aux mesures que nous prenions en matière de mobilité. Donc, pour objectiver les résultats de notre stratégie, nous avons une convention avec Atmo, voilà, l'organisme, et je remercie de leur invitation, chargé de la surveillance et de la qualité de l'air, qui, chaque année, voilà, nous donne des chiffres et nous fait des analyses sur la question de la pollution de l'air, voilà, polluant par polluant sur notre métropole. Ça nous permet quand même, entre 2021 et 2022, de voir que nous avons diminué de pratiquement 50% le nombre de personnes exposées aux émissions de dioxyde d'azote. Nous sommes passés voilà, de la tranche 700 à 2250 personnes, à 350 à 1300 personnes exposées. Il y a encore de nombreux axes qui font l'objet de dépassements de seuils réglementaires. Et donc, nous avons effectivement dénoncé l'hypocrisie du gouvernement, même si au départ, l'objectif était louable sur les zones à faible émission, finalement, d'avoir créé cette nouvelle catégorie de territoires en vigilance. Donc, nous savons finalement que politiquement, il aurait été beaucoup plus simple de quitter la zone à faible émission, parce que je crois qu'il n'y a pas un sujet plus polémique que les ZFE. Mais honnêtement, par honnêteté intellectuelle, nous savions très bien qu'avec l'abaissement des seuils OMS, nous repasserions territoire ZFE au bout de 3 ans. Donc nous maintenons le cap. Nous avons pris des assouplissements voilà, à ce périmètre de ZFE, parce que pour les professionnels, c'est pas si simple de changer et de verdir leur parc en fonction voilà, de leurs besoins logistiques. Mais nous ne sortirons pas du dispositif de zone à faible émission, sinon nous n'arriverons pas à améliorer la qualité de l'air. Nous faisons également beaucoup d'efforts en termes de verdissement de notre parc. Tous les bus à haut niveau de service seront des bus électriques. Voilà, nous finançons sur la question de l'autopartage que le verdissement d'un parc 100% électrique, donc zéro nuisance et zéro émission. Et donc, nous considérons que pour atteindre cet objectif qui est d'améliorer la qualité de l'air, il faut mettre en place une stratégie qui va actionner tout un tas de leviers. Et donc, on a tendance des fois à le comparer à un morceau de musique. Pour qu'un morceau de musique soit bon, il faut qu'il y ait un bon chanteur, des bonnes paroles, une bonne orchestration, une bonne mélodie. La stratégie mobilité, c'est exactement la même chose. C'est pas une mesure isolée, ponctuelle, qui arrivera à nous faire atteindre nos objectifs, mais c'est effectivement le fait d'actionner en même temps différents leviers qui va concourir, d'une part, à améliorer la qualité de l'air, apaiser notre déplacement et surtout décarboner la manière dont nous nous déplaçons, parce que c'est le premier facteur aujourd'hui d'émissions. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est une question fondamentale, tant au niveau de la santé publique que des enjeux environnementaux à l'heure actuelle. Je ne voulais pas être trop longue au vu des délais qui sont les votes, mais je suis à disposition pour répondre à vos questions. Vous avez réussi à relever le défi de présenter cette politique ambitieuse en 10 minutes. Bravo.
Diane Simiou, vous avez été d'abord interpellée par Julie Fresh sur l'hypocrisie de l'État. Qu'en est-il vraiment ? Merci beaucoup de me laisser la possibilité de présenter la philosophie de notre action en matière de lutte contre la pollution de l'air. Alors moi je dirais qu'on a deux grands types de politiques publiques en matière de qualité de l'air. Il y a toutes celles, et c'est la majorité, qui présentent une synergie très très forte avec ce qu'on fait pour le climat. Et ça, c'est quelque chose qui a été rappelé. La plupart de nos mesures pour réduire les émissions de polluants, elles servent aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est par exemple tout ce qu'on fait pour la rénovation des bâtiments. Donc, comme en Pologne, nous, ça se compte en milliards. Hein, c'est 5 milliards d'euros qui sont investis pour la rénovation des logements en 2024. C'est par exemple tout ce qui est fait pour le verdissement des véhicules, là aussi des montants importants qui sont consacrés, 1,5 milliard, avec une logique fortement sociale, hein, que ce soit pour la rénovation du logement ou pour le verdissement des véhicules, avec notamment la mise en place du leasing social qui, on le voit, permet d'accéder à un véhicule électrique pour 100 € par mois et qui rencontre un très grand succès. Des mesures en faveur du covoiturage, des mesures en faveur du vélo, des mobilités actives. Donc il y a toutes ces actions qui servent à la fois nos politiques climatiques et nos politiques pour la qualité de l'air. Et puis on a des mesures qui sont vraiment spécifiques sur la qualité de l'air. Moi, je voudrais notamment revenir sur deux d'entre elles qui sont particulièrement efficaces, mais particulièrement pas simples. La première, c'est ce qui concerne le bois domestique, le plan chauffage bois. Le bois, c'est la moitié de nos émissions de particules. Et donc, on a cet objectif de diminuer par 2 les émissions de particules issues du chauffage bois d'ici 2030. Alors nous, c'est pas comme en Pologne, on a plus de charbon dans les logements, et donc vraiment c'est sur le bois qu'on se concentre, avec un mix de mesures qui sont à la fois contraignantes, notamment le fait de les combustibles maintenant qui sont disponibles à la vente depuis septembre doivent tous respecter un certain niveau de standard de qualité, par exemple en termes d'humidité. Des mesures de communication aussi, c'est un sujet sur lequel c'est pas un sujet qui est simple. Et donc, il y a un effort important de communication qui doit être fait à la fois au niveau national et puis des mesures locales qui doivent être prises. Et puis, je voudrais revenir sur la question des zones à faible émission, puisque c'est vrai que le gouvernement a été interpellé sur le sujet, et c'est un levier particulièrement efficace pour lutter contre la pollution de l'air. Et on voit que c'est un sujet qui reste très polémique, parce que même entre gens qui sont d'accord, on arrive à avoir des différends d'appréciation. 2024, ça va être une année particulièrement importante pour le déploiement des zones à faible émission. C'est vrai que le déploiement d'une zone à faible émission, c'est pas facile pour un élu local, c'est un bouleversement important. Il y a des accompagnements de l'État qui sont prévus. Il y a notamment le fonds vert qui accompagne. Il y a 150 millions d'euros qui ont été déployés en 2023, dont 27 pour la région Occitanie. Cet accompagnement national qui est prévu avec cette concertation qui a été mise en place, qui, je trouve, a permis de pas mal apaiser le débat avec une implication très forte du ministre Christophe Béchu, qui réunira à nouveau le comité ZFE plus tard dans le mois. Mais on a une marche très importante à franchir cette année, puisque aujourd'hui on compte 12 zones à faible émission. À la fin de l'année, il faut qu'on en ait 42. Donc 42, moi ça me fait toujours penser à, je ne sais pas si vous avez lu ce livre de Douglas Adams sur le Hitchhiker's Guide to the Galaxy, le guide du voyageur intersidéral, et où 42, c'est la réponse à la question ultime sur la vie, l'univers et tout le reste. Alors, je ne sais pas si les zones à faible émission, c'est vraiment la réponse à tous les problèmes qu'on a et les questions qu'on se pose, mais ça fait partie de la solution, et on aura vraiment besoin, je pense, que de la force de conviction de tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour réussir leur déploiement cette année. Merci, Dan Simiou. Marianne Hérin, pour conclure en quelque sorte cette table ronde, quelles sont les mesures les plus urgentes ? Pardon ?
Oui, mais laissez-nous conclure avant que vous puissiez nous interroger, s'il vous plaît. Donc, je revenais à Marianera. Quelles sont pour vous les mesures les plus urgentes à mettre en œuvre pour réduire la mortalité, la morbidité due à la mauvaise qualité de l'air? Alors, d'abord, je voudrais profiter pour annoncer qu'à la fin octobre, le 29 octobre, il y aura la 2e conférence globale sur la pollution de l'air et la santé. Ça serait à Ghana, à Accra. Et la première conférence a été très forte il y a 5 ans. Ça a mobilisé plein de gens. Et ça a été vraiment la façon de présenter globalement le problème qui représentait la pollution de l'air. Donc, je vous invite tous déjà à tenir compte de cette conférence à la fin d'octobre. On a décidé de le faire dans les continents africains parce qu'il y a quand même énormément de problèmes aussi. La deuxième chose que je veux dire, c'est évidemment qu'il faut arriver à donner la qualité de l'air à nos citoyens, imposer ces mesures de l'OMS qu'on a mentionnées tellement et que je commence à me sentir un peu coupable d'avoir imposé ces guidelines, mais c'est quand même au nom de la santé qu'on les fait. Donc en fait, c'est une très bonne cause. Mais ce que je voudrais dire, c'est que personne n'a dit que ça va être facile. Ça ne va pas être facile, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit réduire les niveaux d'ambition. Ça, c'est clair, parce qu'on parle des vies humaines. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut tenir en considération. Une, il faut voir l'action climatique et l'action pour la qualité de l'air ensemble. On a beaucoup à gagner, surtout de cette transition énergétique qu'on doit lidérer au nom de la santé, qu'on doit aussi pousser les négociations des changements climatiques sur la transition énergétique, parce que là, les premiers bénéfices pour la santé que va obtenir, ça va être justement de ça, de la réduction de la pollution de l'air. 2, c'est clair que c'est une solution holistique. Alors, on peut investir énormément sur une mesure, la réduction des trafics à la cité de Mexique, pour ne pas utiliser des exemples en Europe. Ils sont très bien faits, mais les petits problèmes, c'était qu'en réduisant les voitures polluantes au centre de Mexique capitale, évidemment, c'est les gens les plus vulnérables du point de vue économique qui ne pouvaient plus faire face. Donc, il faut toujours accompagner ça du côté des effets secondaires, comme on le signalait bien aussi à Montpellier, des populations vulnérables. Il faut aussi penser aux subventions, il faut penser à des mesures économiques, mais c'est toujours ces visions holistiques. On touche ici, on va fixer, enfin changer quelque chose de l'autre côté. Autant que médecin, on sait très bien ça. Quand on donne un médicament, on sait très bien qu'il peut avoir un effet positif, mais il faut tenir compte que peut-être ça va diminuer la pression artérielle. Donc ces visions holistiques, c'est fondamental. Une autre chose, c'est cette coopération qui a été très bien mentionnée ici. Ce n'est pas seulement transfrontalière, c'est aussi interrégional, c'est aussi trouver toutes ces solutions qui ont eu des résultats positifs. On va parler des zones à émissions. Londres, cet après-midi, nous racontera ce qui s'est fait. Il faut du courage politique, ça c'est sûr. Et pour avoir un courage politique avec les maires, il faut qu'on les aide en leur donnant tous ces bénéfices pour la santé. Normalement, on dit combien de morts on a chaque année, combien de maladies chroniques. On va aider les élus, les maires ou même les autorités nationales à dire, à chaque fois qu'on met ces mesures en place, qui n'est pas très populaire peut-être, voilà les résultats du point de vue des réductions des maladies respiratoires, on va avoir moins de cas d'asthme. Je propose qu'on utilise ça d'une façon très intelligente. Et c'est pas seulement dire combien de morts il y en a, c'est combien de vies on peut sauver et donner ça aux maires. Parce que ça, c'est quand même quelque chose de très, très puissant. Quand on ferme une rue en disant c'est la mobilité, c'est les zones de basses émissions où on veut la fermer au trafic, il faut expliquer pourquoi. Et surtout, il faut dédier beaucoup de temps à identifier les bénéfices pour la santé. Aller dans les hôpitaux, j'invite aux maires aussi à travailler beaucoup plus avec les pédiatres, avec les responsables des maladies respiratoires, avec toutes ces communautés scientifiques, médicales et de la santé qui peuvent vous aider énormément à tous, au niveau national aussi. Et pour finir, je dirais que les résultats ils sont tellement bons. Ce qu'on va faire à Ghana, à cette conférence, c'est justement regarder les interventions
qui fonctionnent, les solutions qui fonctionnent, pouvoir partager toutes ces expériences, il y a aussi le Breathe Life Campaign, que je crois qu'il y a beaucoup de villes ici qui sont parties de ce Breathe Life de l'OMS et de l'Agence des Nations Unies pour l'environnement, où on partage des expériences, on partage les interventions qui fonctionnent, pourquoi ils n'ont pas fonctionné du point de vue d'acceptation des citoyens. On a plein des expériences où on a fermé une rue, les gens ils sont protestés, ils se sont dit les commerces va tomber, on va faire des pertes, et après, en quelques mois, c'est tout le contraire, et on ne va jamais revenir en arrière. Mais c'est sûr qu'il faut donner à ces politiciens qui ont le courage d'aller plus loin, comme ces mesures en Pologne, ce sont des mesures très courageuses aussi, c'est très important avec des subventions, et ça, c'est faisable. Donc, si on met toutes ces solutions ensemble, si on a des bons leaders, et puis on utilise cet argument santé pour montrer les bons résultats, et les résultats économiques à côté, je crois qu'on va y réussir. Mais personne n'a dit que ça va être facile, mais on va le faire. Alors ça n'a pas été facile de tenir le temps. Mais nous avons encore quelques minutes pour des questions. J'espère que vous pourrez poser des questions courtes, avec des réponses courtes, pour que nous puissions tous aller déjeuner rapidement. Alors, question là-bas, madame. Il paraît qu'il y a des micros qui se baladent tout seuls. Le voilà. N'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je suis Anne Lasmin-Trappier de France Nature Environnement. Et le gros sujet d'actualité du moment et qui nous tient tous à cœur ici dans cette assemblée, c'est la révision de la directive sur la qualité de l'air. Et là, je veux vraiment le dire publiquement, on est très, très, très déçus de la position que prend la France dans ces négociations. La France veut faire reculer le plus possible la mise en œuvre de l'alignement aux valeurs OMS, alors qu'on sait qu'il faut absolument y aller le plus vite possible. Toutes les associations et tout le monde de la santé veut que ce soit en 2030. Le Parlement européen a voté pour 2035, mais la France essaye de reculer cette échéance jusqu'à plutôt vers 2045 à l'heure actuelle. Donc c'est décevant. On a rencontré Christophe Béchu, qui a un discours, enfin c'est son cabinet, pardon, qui a eu un discours complètement décomplexé par rapport à la situation, en disant mais pourquoi on voudrait des normes plus strictes alors qu'on n'arrive même pas à respecter les existantes. Donc c'est pas du tout entendable. On sait que cette directive peut sauver des vies, on sait qu'elle coûte beaucoup moins cher que de subir la pollution de l'air, donc ça pourrait dégager de l'argent pour accompagner les mesures à mettre en place, sauf à vouloir favoriser les lobbies les plus polluants, et c'est peut-être la position de la France. Donc Diane Simui, Claire Pitola, moi j'aimerais bien que vous essayiez dans les jours qui viennent d'interpeller, il faut aller directement au président Macron maintenant, hein, parce qu'on voit très bien que c'est à ce niveau-là que ça se décide, qu'on est très attaché à cette santé et qu'on a vraiment des dizaines de milliers de vies à sauver en France. Merci. Madame la députée, voulez-vous répondre? Madame Simiou? C'est des sujets qu'on a eu l'occasion d'aborder en Conseil national de l'air, hein, sur la position de la France. Oui, je fais en sorte que la position de la France soit plus claire. À ma connaissance, elle est pas aussi désintéressée que ce que vous l'exprimez de la part du cabinet du ministre Béchu. En tout cas, pour avoir échangé avec des collègues du Parlement européen, ils ont clairement une volonté d'aller au plus vite sur les normes OMS. Et oui, j'interpelle régulièrement le président sur ces sujets-là. Donc voilà, j'espère qu'effectivement, on sera au plus tôt sur les seuils OMS. Diane Simiou. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que c'est important qu'on clarifie la position de la France. La position de la France, c'est vraiment de réduire le plus vite possible, d'améliorer le plus possible la qualité de l'air partout en Europe et avant tout en France. Et donc ça, c'est toutes les mesures qu'on prend et on voit bien qu'elles sont certainement tout à fait partagées dans cette Assemblée, mais pas du tout autant quand on sort de cette Assemblée et qu'on se confronte à des élus locaux d'autres villes de France.
Après, nous, enfin moi, ce que je vois et ce qu'on voit là dans la mise en œuvre du Green Deal et ce qui se passe partout en Europe, c'est qu'il nous faut absolument adopter cette révision de la directive le plus vite possible et impérativement avant les élections européennes. Et pour parvenir à un accord avant les élections européennes, il faut absolument qu'on arrive à avoir un accord qui puisse être acceptable par l'ensemble des pays, avoir une majorité qualifiée au niveau européen et s'assurer qu'on a quelque chose qui soit à la fois extrêmement ambitieux, mais qui ne conduise pas à ce qu'on voit sur d'autres textes européens, à les abandonner, à les reporter après des élections européennes dont on ne sait pas ce qu'elles vont pouvoir nous apporter. Donc il y a ce point, je pense, qui est extrêmement important. Et puis moi, ce que je pense, c'est qu'il y a les objectifs, et les objectifs, c'est très important, ça fixe un cap, c'est essentiel. Je ne pense pas du tout que la France cède au lobby. Si vous suivez les négociations qui se passent en ce moment sur les émissions des véhicules, vous verrez que ce n'est pas du côté de la France qu'il faut chercher les positions qui visent à contourner les sujets d'interdiction des véhicules thermiques en 2035. La France a une position extrêmement claire sur ces sujets-là. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'on ait un plan pour délivrer en 2030 les réductions qui sont proposées par la Commission. C'est ce que j'ai présenté tout à l'heure. On a un plan. L'idée, c'est pas de se fixer des objectifs dont on sait qu'ils ne seront pas atteignables. Si vous voyez ce que Air Paris a publié, qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui d'adopter pour 2030 les valeurs cibles de l'OMS pour la métropole du Grand Paris? C'est impossible. On pourrait arrêter en 2030 tout l'ensemble du trafic des émissions de NOx dans la métropole du Grand Paris. On n'atteindrait pas ces objectifs. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des objectifs qui soient ambitieux, mais qu'on ait un plan crédible pour y parvenir. Et c'est ce qu'on fait pour 2030. Il y avait une question là-bas. Oui, merci. J'ai une simple question par rapport... Pouvez-vous vous présenter, monsieur? Oui, excusez-moi, Ingoris. Je suis dans un groupe de travail avec l'Institut IEG à Grenoble ainsi que la Satlintium. J'ai noté que dans toutes les discussions des speakers, ils ne faisaient pas mention d'une métrique qui, à mon sens, est essentielle dans ce débat. Alors peut-être que nous manquons de temps, mais puisque le sujet ici, c'est la relation entre la pollution de l'air et la santé, beaucoup de nos concitoyens se désintéressent un petit peu de la pollution de l'air parce qu'ils n'ont pas d'emprise. Néanmoins, on va tous passer les indices de potentiel de particules fines 2.5 sans vraiment savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et depuis peu de temps, il y a cette nouvelle métrique qui est le potentiel oxydant qui vient vraiment changer un petit peu la donne. Puisque pour un même site où vous avez la même concentration de particules fines, vous avez une toxicité qui est bien différente sur les poumons humains. On pourrait détailler ce sujet, mais le potentiel oxydant est timidement abordé ou mentionné dans la prochaine directive. Ce qui changerait vraiment la donne, c'est qu'on sache s'il y a un calendrier pour fixer des seuils, ce qui fait qu'ensuite les collectivités auraient une contrainte pour agir. Qui veut s'emparer du potentiel oxydant? Il n'y a pas beaucoup de volontaires. Mais on peut en parler demain. Oui, on passe la patate chaude, d'accord. Pas du tout, mais je crois que la question mérite quand même être traitée. Et je pense que demain, ça va être une séance sur ça. Donc, effectivement, ouais. Si vous êtes encore avec nous demain, y a-t-il d'autres questions? Ou vous avez vraiment tous faim? Monsieur. D'accord. Oui, Alain Rivière, France Nature Environnement, désolé. Oui, pour compléter l'intervention de Madame Cassadou, je pense qu'il serait peut-être intéressant d'avoir une idée du coût économique du traitement d'un cancer, de l'asthme. Est-ce que c'est
est-ce que c'est des éléments qu'on peut chiffrer relativement facilement pour les gens, les spécialistes du coin ou pas? Je pense que ça serait intéressant comme un outil de communication. Voilà, une suggestion. Il y a des médecins dans la salle, je crois. Qui veut nous rappeler le coût d'un traitement d'un cancer ou de l'asthme? Madame Nera? Tout un coût, oui. On ne vous entend pas, monsieur. Toujours pas. Il faut que vous vous présentiez. Le docteur Souvé, cardiologue, président de la CEF, le coût par le rapport du Sénat est de 3 millions d'euros par décès et de 125 000 euros d'années de vie perdue. Il n'y a pas de différence entre le jeune et le vieux. Sur le plan éthique, ils n'ont pas vu différencier. Donc, exemple, rapport du Sénat, 101 milliards d'euros. Ce n'est pas que le coût sanitaire, c'est le coût de votre décès. Vous n'allez pas consommer, vous n'allez pas produire. Et donc, on arrive à ces chiffres. Merci, monsieur Souvé. On ne vous entend pas. On va prendre un micro. Ah voilà, c'est bon. C'est bon, pardon. Je voulais dire qu'on avait publié... Pouvez-vous vous présenter, madame? Isabella Nesi-Maisano, INSERM, et je vais parler demain justement de la biomasse. Et pour répondre à cette question, il y a un papier qui est sorti où on avait pris les données de la sécurité sociale en France pour calculer les coûts, vraiment, pour le patient et le ministère de la Santé, pour ces 5 pathologies reconnues comme liées à la... Donc je pourrais donner la référence. On avait sorti toutes, c'était compliqué, toutes les ordonnances, etc. Et en moyenne, une crise d'asthme coûte 5 000 euros, par exemple. Merci. Je vous propose de clôturer cette première matinée. Nous allons reprendre nos travaux à 14h30 précise. Vous pouvez, en attendant, vous restaurer. Merci, à tout à l'heure.